Donc, bonsoir à tous, merci d'être avec nous. On va faire le tour de table, chacun va se présenter, donc les représentants associatifs et le référent de la CEJH que l'on remercie d'être ici. Donc Catherine Pouedy, présidente de l'APEH, Stéphanie Vigier, membre de l'APEH, monsieur Stéphane Ottoz, donc référent de la commission des enfants de la CEJH, madame Muriel Andréoli-Bron, présidente de l'association... directrice, excuse-moi, c'est l'émotion. Directrice de l'association Fleur de Vie sur Connay. Monsieur Frédéric Moulédou, directeur de l'association pour la surdité. Donc, monsieur Richard Fournier, notre président du collectif Handicap. Madame Reine Huet, présidente de l'APAL, qui s'occupe de tout l'accompagnement de vie et du CESAD sur les îles Loyauté. Et monsieur Harold Deringer, qui s'occupe plus précisément du CESAD qui vient d'être monté sur l'IFU. Je vais peut-être laisser la parole à Stéphanie pour présenter un petit peu le contexte. En fait, bonsoir à tous, merci d'être là. Désolée parce que je pense que du coup, cette rencontre ne répondra pas forcément à vos questions, puisque malheureusement, voilà, le vice-recteur n'est pas là, donc il y a un certain nombre de réponses institutionnelles qu'on n'aura pas. Néanmoins, quand on est tous là et qu'on est porteur d'expérience et de préoccupations, je pense que ça vaut la peine de mener cette table ronde, de faire ces échanges et puis de profiter de cette rencontre pour faire remonter justement nos constats, nos préoccupations, ce qui fonctionne et ce qui fonctionne moins bien en matière de scolarisation des élèves en situation de handicap. Donc pour faire un rapide bilan du point de vue associatif, on a beaucoup progressé en Nouvelle-Calédonie en matière de scolarisation des enfants en situation de handicap. Déjà avec les délibérations de 2005 sur les besoins éducatifs particuliers, si on remonte une vingtaine d'années en arrière, il y avait encore beaucoup d'enfants qui restaient à domicile, qui n'étaient pas du tout scolarisés. Aujourd'hui, on a quand même beaucoup avancé. C'est extrêmement minoritaire, les enfants qui n'ont pas de solution éducative. Donc, on peut se féliciter de cette évolution. Il y a eu de véritables transformations. En matière de politique du handicap, on a pu s'appuyer sur les lois de pays et les délibérations attenantes de 2009 qui ont aussi profondément changé la situation. Donc il y a eu beaucoup d'améliorations, on a fait du chemin. Il y a des services et des établissements qui ont ouvert, qui ont apporté un panel de solutions complémentaires. Néanmoins, aujourd'hui, on rencontre toujours, malgré tout, un certain nombre de difficultés en matière de scolarisation des enfants en situation de handicap. Certains ne bénéficient toujours pas de prise en charge scolaire adaptée, ou alors elle est, pour nous, du point de vue associatif, anecdotique. Quand un enfant est intégré 1h30 par semaine, on ne peut pas vraiment considérer qu'il s'agit de scolarité. Et voilà, donc on souhaiterait pouvoir échanger à propos de ces questions-là. Il y a encore un certain nombre de désaccords entre les familles, les orientations qui sont proposées, et de choses qu'on peut améliorer. Donc on pensait, lors de cette grande table ronde, aborder 4 thèmes principaux. Le premier, c'était évoquer la notion de droit à la scolarisation. Ensuite, s'appuyer sur la présence de M. Ottoz pour reparler un petit peu du fonctionnement de la CEJH, et avoir un échange autour de ce fonctionnement qui nous en reparle, qui nous explique, et que de notre côté, on puisse aussi faire remonter les constats ou les problématiques qu'on relève du point de vue du fonctionnement des commissions d'orientation. Parler ensuite un peu plus précisément des différentes modalités de scolarisation, de l'inclusion individuelle à l'accueil en établissement spécialisé en passant par l'inclusion collective, des besoins qui sont liés à l'accompagnement éducatif spécialisé des élèves en situation de handicap, puisque en parallèle de la scolarisation, il faut aussi un certain nombre de moyens techniques, humains, pour leur permettre de rentrer au mieux dans les apprentissages. Voilà, alors je voudrais d'abord évoquer le droit à la scolarisation, après je vous donnerai la parole. Pour mémoire, les délibérations de 2005 sur les besoins éducatifs particuliers, elles reconnaissent le droit à l'éducation
elles mentionnent que la scolarisation doit être une priorité, mais elles ne reconnaissent pas le droit à la scolarisation. Donc ça, c'est vrai que c'est une revendication qui est portée par le collectif handicap. Voilà, on espérait avoir une prise de position du vice-recteur sur cette question dans le cadre du projet éducatif calédonien. On sait aussi que ces délibérations de 2005, elles vont être fondues prochainement, on va retravailler dessus. Et donc on aimerait bien que ce droit à la scolarisation puisse être affirmé. Je pense que en fait, la non-scolarisation, c'est ça qui doit être l'exception. Pourquoi ? Parce que la scolarité, c'est un droit fondamental de l'enfant qui est reconnu par les conventions des droits de l'enfant, qui est un droit constitutionnel, et c'est le droit de tous les enfants, quelle que soit leur situation. Et donc il faut vraiment que la non-scolarisation ait un caractère totalement exceptionnel. Elle peut être liée effectivement à des problématiques de santé tellement graves que effectivement, l'enfant ne peut pas bénéficier d'une prise en charge scolaire. Mais en dehors de ces cas très très particuliers, on peut considérer que tous les enfants sont capables de faire des apprentissages, si minimes soient-ils, et relèvent tous d'une forme de réponse pédagogique. Donc si on considère que dans le dispositif scolaire, l'enfant est au centre du projet, tous les enfants doivent pouvoir trouver leur place à l'école. C'est pourquoi nous sommes attachés à cette idée de droit à la scolarisation. Donc je vais peut-être lancer un premier appel à témoignage, à parole sur cette question-là. Quelle est votre position en fait, sur cette question du droit à la scolarisation? Quels sont vos témoignages, vos constats? Juste remercier M. Cartonneau là, qui est venu donc un petit peu au pied levé remplacer le vice-recteur, donc qui est le référent SH qui va pouvoir nous éclairer aussi sur le sujet. Donc on le remercie très très chaleureusement. Effectivement, on peut l'applaudir. Merci. Est-ce que vous souhaitez dire un mot, M. Cartonneau? Rapidement, il paraît que je suis bavard. En fait, effectivement, il est consubstantiel à la loi 2005 qui n'est pas appliquée ici. Pour autant, lorsqu'on regarde les effectifs des élèves qui viennent du primaire, qui vont au second degré, une grande majorité d'élèves en situation de handicap sont scolarisés. Ce qui montre bien la capacité des équipes du second degré à accueillir ces élèves, malgré les difficultés qui sont liées à l'organisation des enseignements. S'agissant du projet éducatif, je vous rappelle qu'il a été voté en décembre dernier une charte d'application dans laquelle il y a une série de mesures, dont celles qui concernent la refonte des textes. Actuellement, je pense que cette refonte des textes va interroger de manière particulière ce droit à la scolarisation. Actuellement, on a un clivage entre des textes qui existent pour le premier degré, quasi essentiellement. Donc, vous évoquiez la délib de 2005 et les textes de loi du pays 2009. Dans le second degré, la loi 2005 n'a pas été appliquée. En revanche, on n'a pas attendu. Il y a les circulaires sur les ULIS, il y a l'enseignement adapté avec les SECPA, mais vous voyez bien qu'il y a quelque chose qui manque, qui du coup, au quotidien, obère notamment la fluidité des parcours. Les projets personnalisés ne sont pas les mêmes. Il y a des ULIS collèges et lycées, il y a des CLIS, et derrière ces acronymes se cachent en fait des changements de concept, voire de paradigme. Donc derrière ces travaux qui vont être engagés cette année, puisque c'est programmé pour 2017, on va interroger la question du droit à la scolarisation. Vous voyez bien qu'au-delà de ça, de ce groupe technique, l'affaire n'est pas que technique. Elle est politique éducative, elle est même sociétale. Donc comment regarde-t-on nos concitoyens qui sont en situation de handicap? Est-ce que le service public d'éducation est ouvert à tous? Qu'est-ce qu'on entend par démocratisation? Et puis, il y a ce mot qui revient, qui n'est pas à la mode. Qu'est-ce qu'on entend par inclusion, finalement? Voilà. Si je pourrais aller plus avant sur cette question-là. Désolé, je n'étais pas prévu pour intervenir. Mais... Merci beaucoup, en tout cas, de cette réponse. On aurait voulu aussi entendre le référent de la CEJH qui nous présente rapidement un petit peu la commission et notamment les décisions d'orientation des enfants. Monsieur Ottoz. Merci, bonsoir. Peut-être juste avant, revenir donc sur la question des enfants qui ne sont pas scolarisés, qui sont à domicile.
Pour parler un petit peu chiffres, aujourd'hui on est à 1420 enfants et jeunes qui sont reconnus par la CEJH en situation de handicap. Et sur ces 1420 jeunes, enfants et jeunes, nous en avons 80 qui sont à domicile. Alors sur les 80 à domicile, là encore, il faut aller dans le détail et voir que sur 80 enfants et jeunes à domicile, on en a une majorité qui sont d'âge non scolaire. Pour au final avoir une petite dizaine d'enfants d'âge scolaire à domicile. Voilà. Donc, comme vous le disiez tout de suite, hein, on se rend bien compte qu'on est vraiment sur une extrême minorité d'enfants qui sont à domicile. Alors, à côté de ça, on a effectivement des enfants qui sont en établissement spécialisé. Donc là, on a une centaine d'enfants et de jeunes qui sont en établissement spécialisé, donc qui ne sont pas scolarisés. Pour certains qui bénéficient quand même de temps scolaire, puisque pour certains établissements, il y a des enseignants qui travaillent dans ces établissements spécialisés. Mais vous voyez que concernant vraiment la population d'enfants et de jeunes en situation de handicap, c'est vraiment une minorité d'enfants jeunes qui ne sont pas scolarisés ou en établissement spécialisé. Et puis il faut aussi avoir en tête que dans cette minorité d'enfants, on a aussi des situations pour lesquelles ce sont les parents qui ne souhaitent pas non plus la scolarisation de leur enfant. Ce n'est pas forcément que l'école ou l'établissement scolaire. Donc pour revenir à la question du fonctionnement de la CEJH, c'est la délibération 122 donc de septembre 2005 qui dicte le fonctionnement de la CEJH. C'est une commission qui est territoriale et qui s'appuie sur des équipes techniques provinciales. Donc nous avons grosso modo 13 à 14 commissions dans l'année qui se réunissent, avec en amont autant d'équipes techniques. Les équipes techniques, elles sont composées de médecins de santé scolaire, de médecins de PMI, d'assistantes sociales, de psychologues scolaires et d'enseignants spécialisés. Voilà, donc ce sont ces équipes-là qui vont étudier les dossiers des enfants et des jeunes en situation de handicap pour attribuer un taux de handicap, renouveler un taux de handicap, ou pour apporter les aides du régime qui sont fixées par la loi de pays de 2009. Donc les aides du régime, ce sont les accompagnements de vie. Les accompagnements de vie en milieu scolaire, à domicile, en centre de loisirs. Ce sont aussi le transport adapté, les frais supplémentaires, etc. etc. Donc voilà, grosso modo, comment fonctionne la commission. Juste pour intervenir en complément, peut-être préciser finalement assez clairement nos préoccupations au niveau associatif. En fait, à notre sens, le droit à la scolarisation, il n'est pas vraiment reconnu quand on est dans une situation, on va dire, de saupoudrage pédagogique. Donc effectivement, il y a très peu d'enfants aujourd'hui qui sont complètement à domicile. Certains en établissement spécialisé effectivement ne bénéficient pas du tout de prise en charge pédagogique et beaucoup d'entre eux en fait bénéficient d'une prise en charge pédagogique qui est anecdotique. Encore une fois, moi j'estime que 2 heures de prise en charge pédagogique par semaine, on n'est pas dans la scolarisation. Ce que j'aimerais en fait, c'est qu'on se place dans une approche qui considère vraiment l'enfant en situation du handicap comme un autre enfant. Qui, parmi les parents d'enfants valides, accepterait que son enfant aille à l'école 2 heures par semaine ? Je pense que la réponse est claire, personne, parce que ce n'est pas en 2 heures qu'on peut mener des apprentissages, d'autant que ces enfants ont des besoins particulièrement importants d'accompagnement. Après, bon, évidemment, il faut être conscient des difficultés que peuvent rencontrer les enfants. Parfois, le temps partiel se justifie, mais à notre sens, 2 heures par semaine, ce n'est même pas du temps partiel. On dit qu'on fait quelque chose, mais il n'y a pas vraiment d'action derrière. Donc nous, on aimerait bien en fait que maintenant le débat soit aussi porté sur ces questions-là, c'est-à-dire derrière les chiffres, qu'est-ce qu'il y a comme réalité au niveau de l'ambition éducative, pédagogique, scolaire qu'on a pour ces enfants-là, en sachant qu'effectivement, une partie d'entre eux n'atteindront pas le niveau de leurs camarades qui ne sont pas porteurs de handicap, mais néanmoins, ils sont capables de rentrer dans des apprentissages, de progresser, de s'épanouir aussi grâce à ces apprentissages.
Voilà, donc en fait, c'est vraiment aussi cette question du temps partiel et de sa réalité qu'on aimerait bien pouvoir aborder. Je vais devoir répondre directement, parce que là aussi, c'est très anecdotique lorsque vous parlez d'une scolarisation de 2 heures par semaine. Ça concerne vraiment une minorité d'enfants, c'est moins de 10 enfants que ça concerne en Nouvelle-Calédonie. Ce sont des enfants qui sont dans la grande majorité des enfants polyhandicapés. Et voilà, j'ai envie de dire. Donc là, on est vraiment dans quelque chose de très anecdotique. Après, effectivement, on a des enfants qui sont scolarisés sur un temps partiel, on va dire de 17 heures par semaine, sur les matinées de classe, pas les après-midi. Mais dans la grande majorité des cas, les enfants, ils sont scolarisés. Donc 2 heures par semaine, non, je m'inscris en faux, je peux pas laisser passer. Oui, voilà. Donc pas pour rentrer dans le débat justement, mais pour essayer de voir apporter une solution qu'on a essayé de tenter par rapport à la réalité du terrain, enfin une solution qui est depuis longtemps en réflexion par la PAL, l'association des parents et amis handicapés des îles Loyauté. Peut-être présenter d'abord l'association, ou tu veux que je passe où je parle direct. Oui, pour répondre juste, peut-être qu'on pourra après plus présenter spécialement. En ce qui concerne la scolarité des jeunes, pardon, excusez-moi. Oui, par rapport au temps de scolarisation et par rapport aux solutions qu'on a pu apporter, on a créé un service éducatif et de soins à domicile, un CESAD, qui est normalement là pour la oh là là, quand même, hein. Je suis navré. Le but, c'est l'accompagnement éducatif dans la globalité du jeune. Donc tout ce qui touche à l'évolution du jeune, les compétences, que ce soit dans tous les divers lieux, dont l'école, on va essayer d'apporter un accompagnement. Maintenant, on a beaucoup d'enfants. Donc la PAL, c'est surtout une prestation d'accompagnement de vie avec des AV. Sur les 3 îles Loyauté, il y en a une centaine sur les 3 îles Loyauté. Et le CESAD, il peut venir accompagner ces enfants plus spécifiquement à domicile, faire le lien avec l'école, faire le lien avec tous les partenaires, parce qu'à l'IFU, par exemple, on a un réseau très développé, tout le monde se connaît un petit peu. Et effectivement, on voit que ça fonctionne, parce que justement, il y a ce lien entre chaque professionnel. Et donc c'est vrai qu'il y a des enfants qui ne peuvent pas bénéficier de beaucoup de temps d'inclusion en fonction de leur handicap, mais derrière il y a aussi des professeurs spécialisés qui ont pas forcément le temps de s'en occuper plus que ça. Donc on peut venir, nous, éducateurs spécialisés, en plus pour apporter notre aide. Voilà. Bonsoir tout le monde. Donc, déjà, merci à vous tous d'être présents ce soir. Je pourrais rebondir en disant qu'en effet, le droit à la scolarisation, c'est très, très vaste. Et en même temps, je remercie toutes les personnes qui gravitent autour de ce sujet-là, comme nous, parents, associations, les administrations, les commissions et tout, qui passent beaucoup de temps. Et donc, je les remercie à titre personnel et puis également au titre de l'association. Puisque, comme l'a dit Stéphanie au début, il y a quand même pas mal de choses qui sont déjà déroulées, même si parfois on a l'impression que ça ne va pas assez vite. On aimerait plus. Il faut quand même reconnaître que des choses sont faites. Bien sûr, donc le droit à la scolarisation, on pourrait faire un sujet d'examen là-dessus, puisque là, vous avez, vous tous, le droit d'accéder gratuitement à cet amphithéâtre, sans problème, pour la majorité d'entre vous, je pense. Peut-être quelques personnes devant qui, je l'ai vu, sont passées par en bas, puisque c'était peut-être un peu compliqué de monter l'escalier. Et puis,
j'en vois aussi d'autres qui, eux, ont déjà là un droit à la scolarisation, enfin un droit d'accès à cet amphithéâtre est quand même un peu plus réduit, voire nettement plus réduit que vous, parce qu'elles ne parlent pas la même langue que vous, déjà. Et je les vois là-bas au fond, et je remercie la personne qui les a accompagnés pour pouvoir leur transmettre tout ce qui se dit aujourd'hui, parce qu'elles n'ont pas du tout de problème pour accéder à l'amphithéâtre, elles ont leurs jambes, elles marchent sans problème. Par contre, elles ne parlent pas la même langue que nous, donc ça aurait été un peu difficile quand même de dire qu'elles avaient droit d'accès à l'amphithéâtre. Pour moi, non. Mais voilà, la question peut se poser en effet, puisque quand on parle de handicap, on a toujours ce réflexe de handicap moteur, on va mettre une rampe et puis voilà, tout est beau, tranquille. Et puis quand on va un peu plus loin, dans le handicap sensoriel par exemple, ça peut être la vue, ça peut être l'ouïe. Là, ça devient un peu plus compliqué, et c'est pour faire le lien justement avec cette notion donc, qui est d'accompagnement aujourd'hui, qui est dans les textes et faite on va dire de manière standard par des accompagnatrices de vie. Et là encore, je dis merci à ces personnes parce qu'elles ont permis beaucoup d'améliorations dans la scolarisation des enfants en situation de handicap. Mais, puisqu'il y a un mais, on attend pour des handicaps plus spécifiques, qui nécessitent des corps de métier plus spécifiques, une avancée encore à ce niveau-là. Puisque dans certains cas, voilà, accéder à l'école, je prends l'exemple aussi de ma fille, donc, qui est scolarisée à temps plein, pas de problème. Donc pour s'asseoir en classe, il n'y a aucun problème. Mais par contre, pour bien sûr qu'elle puisse percevoir le cours comme son camarade entendant, puisque moi, ma fille est sourde, il lui faut un accompagnement bien spécifique et qui ne peut pas se faire comme ça, au pied levé, qui est vraiment tout à fait particulier. Et ça vaut aussi, je pense, pour d'autres types de handicaps. Je remercie, j'ai vu des élèves qui sont revenus ce soir, avec qui j'ai eu le plaisir de discuter ce midi, puisque nous étions ici, sur justement ces métiers bien spécifiques. Il y a vraiment des choses qui sont bien particulières en termes de handicap. Tous les handicaps ne sont pas pareils. Voilà, on parle de handicap moteur, de handicap sensoriel, il y a le polyhandicap, c'est tout un monde. Il faut vraiment avoir conscience que voilà, l'un ne se traite pas forcément comme l'autre. Donc bien sûr, il peut y avoir des recoupements, mais chaque handicap a toutes ses spécificités. Et donc ce midi, on leur expliquait voilà, les métiers qui pouvaient être porteurs, puisqu'il y en a besoin, il y a de gros besoins. Et si vraiment on veut aller au fond de ce que veut dire le droit à la scolarisation, il faut vraiment avancer vers cela, puisque sinon, ça ne sert à rien qu'on continue de parler voilà, de droit à la scolarisation, parce que enfin, pour moi, personnellement, ça serait vraiment renier le terme même de droit, de se dire, bah oui, vous êtes là, vous êtes assis, c'est super. Par contre, vous faites du dessin, quoi, parce que l'apprentissage, vous reviendrez plus tard. On n'a pas forcément ce qu'il faut pour que vous puissiez accéder à ces apprentissages. Donc ça, c'est vraiment, je pense, un point qu'il faut vraiment que l'on travaille dessus. Et l'idée, c'est vrai, de ces SAD, de l'IFU et tout, c'est un très bon exemple pour nous, puisque là, on part vraiment sur cette volonté d'accompagnement adapté. Et c'est vraiment quelque chose qu'il faudrait vraiment développer. Et vraiment aussi, le disait tout à l'heure M. Cartonneau, cette rupture parfois dans les accompagnements, on le constate encore malheureusement entre le primaire et le secondaire, où il y a parfois des choses qui peuvent se faire dans le primaire, et puis dans le secondaire, ça ne suit pas. Ça aussi, c'est quelque chose où vraiment on aimerait attirer l'attention des gens là-dessus, qu'il y ait vraiment une uniformité des accompagnements, et qu'ils soient bien sûr précoces, puisque c'est bien sûr essentiel pour le parcours de l'élève, que dès la petite section de maternelle jusqu'à la fin de la scolarité, l'université ou après, l'accompagnement spécifiquement adapté au handicap puisse se dérouler du début jusqu'à la fin, et qu'il ne soit pas uniquement prévu à partir du collège ou seulement en Ulysse, et pas forcément dans les classes ordinaires. Voilà. Donc si après peut-être vous avez des questions, n'hésitez pas, je répondrai à toutes les questions. Oui, monsieur devant, oui. Au-delà du lagon, c'est la question qui m'est posée. Ce qui se passe en Italie, au Canada, je ne sais pas, moi, n'importe où ailleurs. Parce que là, on est dans notre monde clos de Nouvelle-Calédonie, c'est parfait, mais déjà, vous me dites qu'il y a 1500 enfants scolarisables, on va dire, sur une population, je ne sais de combien, de 60 000 élèves peut-être, je ne sais pas. Combien ça représente déjà tout ça? Et j'ai entendu dire qu'en Italie, qu'au Canada ou ailleurs, le taux de scolarisation, ça n'avait pas grand-chose à voir avec ce qui se passe ici, quoi. Voilà, je sais pas, moi je ne connais rien, mais j'avoue que je suis un peu perplexe.
Je voulais savoir justement, peut-être avec Monsieur Othoz, on en a déjà discuté, et c'est que je suis surprise qu'il n'y ait pas un représentant, par exemple, de l'AVA ou de tout ce qui s'occupe des accompagnatrices de vie. Ah, pardon, excusez-moi. Il y en a deux. Demandez à mon collègue, il n'avait pas suivi non plus. Il y en a deux. Hein. D'accord. Et du coup, en fait, je me posais la question de la formation des personnes en fait, que vous recrutez, parce que c'est vrai que moi, je suis enseignante spécialisée, je travaille sur un dispositif un peu particulier. Et souvent, les élèves qui viennent avec nous, leurs AV viennent aussi. Et c'est vrai monsieur parlait d'un handicap moteur, et nous, en fait, on dépasse ça largement. On est plus sur des problèmes psychiques ou cognitifs, et on se retrouve avec des gens qui ne savent absolument pas quoi faire avec ces élèves. Donc c'est vrai qu'on en discutait avec monsieur Othoz, qui me dit, mais souvent, en fait, les AV qui arrivent, elles sont là plutôt formés pour apprendre à tout ce qui est des besoins, aller aux toilettes, accompagner à la cantine, enfin ces choses-là. Mais après, de tout ce qui est de l'accompagnement, de ce que j'entends disent les personnes, d'aide vraiment, voilà, un accompagnement spécifique, avoir une AV qui sache signer, une AV qui connaisse un peu les troubles, par exemple, psychiques des enfants, voilà, pour vraiment être là pour accompagner un enfant sur toute sa scolarité. Et puis pareil, nous on entend par exemple des fois où il y a des choses qui se mettent en place entre une AV et puis un élève où ça se passe bien, non, il faut changer, pas plus de 3 ans. Enfin, il y a plein de questions comme ça qu'on se pose. Alors je ne connais pas tous les détails, mais c'est vrai que sur la question de la formation, moi je trouve ça parfois étrange d'avoir des AV qui m'ont l'air complètement démunis, dépassés, savent pas comment se positionner par rapport à l'élève, plus que par rapport, parce qu'il y a un enfant effectivement, mais il y a aussi l'élève. Là, on parle de scolarisation, et c'est vrai que c'est important qu'elle puisse vraiment les accompagner et qu'elle soit pas là à assister dans la classe, mais sans vraiment connaître leur place, savoir ce qu'elles ont vraiment à faire. Ça se travaille avec l'enseignant, bien sûr, mais au niveau de la formation, j'ai vraiment l'impression qu'elles sont perdues en fait. Donc, je voulais savoir s'il y avait effectivement des ébauches de plans comme ça, de formation, pour qu'on puisse les aider aussi, parce qu'on sent qu'elles ont envie, mais voilà, qu'elles sont dépassées. Merci. Ok. Bonsoir, pas de souci, je vais répondre à vos questions. Alors déjà, pour le critère de dire qu'au bout de 3 ans, on change d'AV, ça c'était uniquement une structure qui le faisait en province sud. Hein. Il n'y a pas de règle pour ça. On le fait que lorsqu'il y a épuisement de l'accompagnatrice de vie, parce que c'est quand même un métier difficile. Hein. Après, je pense qu'elles ont quand même une compétence, ou parce que aussi, elle n'est plus efficace pour faire évoluer l'enfant parce qu'elle le connaît trop bien. Donc, partant de là, il y a un moment où une complicité s'installe et elle ne peut plus être professionnelle. Mais très souvent, c'est des décisions, ça, quand l'AV ne doit plus accompagner un enfant pour ces raisons-là, des raisons d'attachement ou autres, c'est décidé en équipe éducative. En ce qui me concerne, j'ai toujours suivi les équipes éducatives pour ça. Maintenant, je ne peux pas répondre pour une autre structure qui, à l'heure actuelle, ne fait plus ça non plus parce que ça a changé. Alors, pour revenir sur la formation, donc déjà, il y a un premier constat à faire, c'est que par le passé, vous avez raison, les accompagnatrices de vie étaient vraiment très peu diplômées. À ce jour, la situation a tout de même évolué. Pour exemple, moi maintenant, je suis directrice, mais non plus de l'AVA que vous citiez tout à l'heure, je ne le suis plus depuis plus d'1 an et demi, mais de Fleurs de Vie dans le Nord. Et ce que je constate, c'est que j'ai 75% de l'effectif qui est titulaire d'une formation initiale. Donc déjà, on ne peut pas dire qu'il y a 0. Après, concernant le diplôme d'accompagnatrice d'autonomie à la personne, d'AAP, qui est le diplôme demandé aux accompagnatrices de vie de passé, qui est reconnu pour ce métier-là, ce que j'ai observé, c'est que la pathologie des personnes âgées est largement abordée, toutes les pathologies. Par contre, dans le contenu, les pathologies des enfants le sont, mais vraiment à minima. Donc ça, c'est vrai qu'il y aurait, à mon sens, il faudrait faire évoluer le diplôme d'AAP, d'accompagnatrice d'autonomie de la personne, parce qu'il y a ce manquement. Une accompagnatrice de vie, elle est vraiment axée personne âgée, mais il faut vraiment faire évoluer parce que là, on parle d'enfants. Par voie de conséquence, on a un levier qui est la formation continue, qui est indispensable pour apporter aux accompagnatrices de vie une connaissance plus approfondie de leur métier, qui est là, typiquement, accompagner un enfant en situation de handicap scolarisé en milieu ordinaire. On est bien d'accord.
Ceci étant, ce qu'il faut savoir, c'est que dans le secteur du handicap, il y a peu d'organismes agréés. J'insiste sur le terme agréé. C'est-à-dire qu'il faut avoir un agrément de la DFPC, la Direction professionnelle de la formation continue, et avoir des formateurs reconnus. Faute de quoi, on a toujours accès à des formations un peu minimalistes, on va dire. Donc il y a l'association Moi Je t'aide, je vois qu'il y a Annick Herlot pour la surdité et la LSF, mais par exemple, pour rejoindre M. Mouledou, il n'y a pas d'organisme qui propose de la formation langage parlé complété, donc LPC, qui n'a rien à voir entre la LSF et le langage parlé complété. Je ne me trompe pas, M. Mouledou ? Donc, afin de compléter les connaissances et surtout de respecter les enjeux de la mission, parce qu'une AV, elle a une mission, c'est d'avoir de la compétence pour accompagner un enfant dans son besoin identifié. Donc, l'association, peu importe que ce soit Fleur de Vie ou celle où j'étais précédemment, j'ai toujours eu recours à plusieurs choses. Alors, c'est vrai que c'est plus compliqué dans le Nord, mais ça y est, je commence à avoir un petit réseau. On a recours à des professionnels pour organiser des conférences. Et là, on ne peut pas parler de formation parce qu'il n'y a pas d'agrément DFPC. On va parler de formation informative, en fait. Et là, on fait appel à des professionnels qui viennent pour nous parler de la communication non violente, qui viennent nous parler de la médiation, de la bientraitance, tout ce qui a trait au métier de l'AV également. On a de la chance d'avoir énormément de partenaires. J'en vois à qui j'ai fait appel dans la salle pour animer des conférences et apporter leur éclairage. Donc on a notamment les pédopsychiatres, les psychologues, qu'ils soient scolaires ou indépendants, les enseignantes spécialisées itinérantes, parce que je sais que dans le Sud, je ne citerai pas leur nom, mais on avait 2 Véroniques qui se sacrifiaient et qui venaient une fois par trimestre, tous les mercredis après-midi, sur leur temps personnel, pour venir justement apporter des pistes de travail aux AV et pouvoir leur prodiguer des conseils. Ces échanges étaient excessivement appréciés. L'hôpital de jour mettait en place des groupes de parole. Il recevait toutes les accompagnatrices de vie qui suivaient des enfants qui dépendent de l'hôpital de jour. Enfin, pas mal de choses, en tout cas, sur mon expérience, que je peux vous dire. Aujourd'hui, j'en sais rien, mais en tout cas, c'était comme ça. Et donc, toutes ces aides, c'est les plus efficaces. Parce qu'en fait, elles sont terre à terre, elles sont immédiates. Et ce que je regrette, c'est qu'elles sont... alors, c'est vrai que si on s'adresse à un fonctionnaire salarié, ça ne posera pas de problème. Il peut le prévoir dans son emploi du temps. On peut mettre en place une convention. Mais par contre, quand on a besoin de partenaires extérieurs autres, c'est vraiment leur bonne volonté et leur bénévolat, leur implication. Et ça, moi, c'est vrai qu'à titre personnel, je souhaiterais que ça s'officialise, qu'il y ait des choses qui se traitent là-dessus, pour qu'on puisse déterminer dans notre plan de formation le budget alloué pour ces formations spécifiques et qui sont les plus efficaces. Parce qu'elles sont vraiment... Tous les enfants sont différents. On peut avoir accès à une formation générique, mais la formation générique, dans ce type d'accompagnement, à mon sens, n'est pas suffisante. Et c'est très bien d'avoir un professionnel à qui on peut s'adresser et qui puisse apporter ses conseils et prodiguer le code des bonnes pratiques, quoi. Mais par contre, je vous assure que les diplômes ont largement augmenté et je pense qu'on a quand même beaucoup d'accompagnatrices de vie qui s'intéressent à leur travail. Je vois maintenant, alors c'est pas le cas parce que parfois il y a les systèmes d'habitation ou même dans le Nord, c'est pas desservi au niveau de la connexion Internet, hein, donc à l'impossible nul n'est tenu. Mais moi, dans ce que je constate, c'est qu'on a énormément de personnes qui s'intéressent à leur métier, qui font elles-mêmes de la recherche pour accompagner au mieux. Donc les critères de recrutement sont aussi là, d'avoir un minimum soit de l'expérience déjà acquise par ailleurs, soit avoir une compétence quelque part. Et c'est cette compétence-là où je m'appuie pour la faire évoluer, en fait. Voilà, j'espère que je n'ai pas été trop longue. Est-ce que j'ai répondu convenablement à votre question ? Juste, je voudrais, pour compléter l'intervention de Muriel, dire qu'au niveau du plan de formation de la DANC, depuis 2 ans maintenant, il y a des interventions, on va dire des co-interventions entre les enseignants de classe ordinaire et les AV, les AVS. C'est-à-dire que dans le plan de formation, nous avons plusieurs journées pendant lesquelles les AVS et les enseignants de la même classe, on va dire,
sont invités à travailler ensemble avec l'enseignant spécialisé de la DANC. En fait, à ma connaissance, hein, cette première a été faite sur la côte Est. Donc ça s'est passé sur la commune de Tours, si je ne me trompe pas. Je ne me rappelle plus maintenant. Et en fait, oui, et ça, elles les avaient appréciées, parce que là, elles sont vraiment dans le concret. Elles sont présentes avec l'enseignante, avec quelqu'un qui dispense des conseils, des pistes de travail et la formation informative, on va dire. Je ne sais pas, voilà. Et ça, c'est très bien. Et c'est vrai que ce serait bien que ça se développe sur l'autre côte du Nord, mais aussi dans les îles Loyauté, ainsi qu'en province Sud. C'est vraiment, enfin, à mon sens, c'est ce qui est le plus bénéfique et le plus important. Oui, moi j'aurais une question à vous poser par rapport aux AV, puisque vous dites qu'elles peuvent rester 1 an, 2 ans, 3 ans, même plus. Il y a 2 ans, 3 ans, je vous ai envoyé quelqu'un qui a été accompagnatrice de vie, qui a suivi 2 enfants, un petit Wamitan et une petite Lilou, je crois. Elle a travaillé 3 mois, elle a fait un bon boulot, moi j'étais derrière. Elle n'a jamais été réembauchée alors qu'elle souhaitait continuer. J'ai un courrier de la directrice, enfin des directrices d'école, c'était un groupe scolaire, des 2 enseignantes qui demandaient à ce qu'elle revienne. La maman a demandé à ce qu'elle puisse revenir. Le médecin du petit garçon avait fait un courrier disant qu'il avait fait des progrès. Cet AV n'a jamais été réembauché. J'ai pendant 2 mois essayé de vous contacter, je n'ai pas pu vous avoir. Alors, Et je ne sais pas, c'est récent ou c'est il y a 2 ans. Il y a 2 ans. C'était une jeune femme de Thio qui a 32 ans, qui pratiquait la langue des signes. Parce que Ah dans oui, sa d'accord, famille, ça y est, je vois. voilà. Ouais. J'identifie le cas. En effet, c'était lors de mon expérience en province sud. Donc en fait, ce qu'il faut savoir parfois, c'est que, je l'ai constaté à plusieurs reprises, c'est que les accompagnatrices de vie, elles ont une vie aussi également. Oui. Et il y a un moment donné où elles lâchent. Mais par contre, à vous, à tous les partenaires, elles vous diront qu'elles veulent continuer. Mais lorsque je les vois et que je leur demande, leur réponse est non. Parce qu'en fait, on est dans des personnes qui n'osent pas dire non. Et très souvent, c'est difficile à comprendre pour les parents parce que moi, je peux le comprendre hein, en tant que parent, lorsqu'on a un enfant différent, on veut que les choses fonctionnent bien. Mais parfois, vous pouvez avoir une accompagnatrice de vie qui a 2 discours. Et ça, je peux vous l'assurer. Elle n'osera pas dire non. Oui, on peut rester sur des généralités. Hein, merci. Puis peut-être M. Cartonneau voulait ajouter un petit... Là, je ne suis pas d'accord sur ce truc-là. Je vais tenter de faire un point de synthèse entre toutes les interventions et puis les demandes, notamment concernant les études comparatives sur les modalités de scolarisation. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails, hein, mais en gros, sur les pays de l'OCDE, notamment les pays européens, la question de la scolarisation des élèves handicapés répond à deux sujets, 2 manières de voir les choses finalement. La première, c'est de dire le handicap est la cause des difficultés. Donc du coup, vous voyez à travers ce postulat renvoie finalement un certain nombre de mesures. L'autre position, c'est de dire la difficulté vient d'un milieu qui n'est pas adapté. Ce n'est pas la même chose. Mais les 2 se valent. Les 2 ne sont pas elles sont certes en tension, mais elles ne sont pas contradictoires. Et on voit bien que dans les pays, même s'il y a des déclinaisons qui sont différentes, c'est surtout la première partie qui est développée. C'est-à-dire qu'en fait, on s'attache d'abord aux troubles. Donc il y a une dimension médicale qui est importante. Et du point de vue pédagogique, on fait de la remédiation. On compense. Par exemple, l'auxiliaire de vie, c'est une forme de compensation. C'est des mesures publiques qui sont relativement généralisées hein, dans les pays. L'autre versant, c'est de dire, dès lors où l'on imagine que c'est plutôt le milieu qu'il faut adapter, vous voyez que du coup, on n'est pas sur un individu qui est porteur d'un trouble en particulier, c'est un individu comme n'importe quel individu. Et j'ai envie de dire que tout le monde, du coup, a des besoins éducatifs particuliers. Tout le monde. Et du coup, le milieu de vie n'est pas le milieu spécialisé, c'est le milieu ordinaire. Sauf qu'à l'école, il y a des particularités. Le milieu est très normé, le système est très fermé. Et en même temps, ce système fonctionne. Regardez, on est là. Hein, le système, en même temps, je pense que au fur et à mesure qu'on a démocratisé l'accès, on se pose la question de la manière dont on va démocratiser la réussite de chacun. C'est ça la vraie question. Et donc derrière tout ça, je pense qu'il y a 3 points, me semble-t-il, importants à souligner sur qu'est-ce qu'on fait des élèves
pour lesquels l'école avec un grand E a plus de difficultés en termes de réponse. Premièrement, je pense qu'il faut revenir sur l'évaluation. On évalue beaucoup sur le prisme médical, beaucoup par le prisme social, beaucoup par le prisme pédagogique psychologique, mais le prisme pédagogique, c'est quand même un peu le parent pauvre. Or, c'est paradoxal, ce sont des jeunes qui veulent être élèves. Il faut vraiment s'appesantir sur l'évaluation pédagogique pour savoir quelles sont les compétences qui potentiellement peuvent être développées, qui du coup peuvent être reconnues à l'école. Quand j'ai reconnu, évalué, validé. Cette question de l'évaluation de chaque cas d'élève, je dis bien chaque cas, parce que chaque cas est différent, renvoie finalement à comment finalement on va, non pas mettre plus de moyens, mais comment on va utiliser ces moyens. C'est l'usage des moyens la question ici, ce n'est pas les moyens. Donc derrière l'usage des moyens à travers des cas particuliers, il y a du coup une démarche partenariale. Là j'entends ici ou là entre l'AV, on est sur l'intermédiaire. L'ASH, c'est par définition un domaine complexe qui nécessite des réponses plurielles. On est forcément condamné, j'ai envie de dire, à avoir une approche partenariale. Actuellement, lorsque on catégorise, on va dire, les pratiques de scolarisation, il y en a 3. La première, c'est ce qu'on appelle l'inclusion individuelle. Heureusement, c'est la cohorte la plus importante. C'est-à-dire des élèves qui n'ont pas besoin d'avoir un enseignant spécialisé et qui sont quasiment tout le temps en classe ordinaire avec un AV ou pas. Il y en a même qui réussissent, chers collègues, au lycée du Grand Nouméa. Il y a des formes de compensation, notamment les aménagements aux examens, ça existe ça, le tiers temps partiel, etc. Il y a des choses qui sont faites. Deuxième niveau, c'est les élèves qui sont scolarisés au titre de l'ULIS. Je nuance bien, au titre de l'ULIS. L'ULIS n'est pas une classe. C'est un SAS. Donc la classe de référence, c'est la classe ordinaire. J'ai 12 ans, j'ai 11 ans, je vais d'abord en 6e. Et ce faisant, parce que mon PPS ou mon PPSA donne des indications d'ordre pédagogique qui nécessitent que je sois aussi avec un enseignant spécialisé, donc du coup, je bénéficie finalement de 2 enseignants. Il y en a. Et ce concept du LIS, qui est un dispositif, je pense qu'il va falloir le généraliser dans le cadre de la refonte des textes au niveau du premier degré. Les CLIS ne sont pas des ULIS. Le I n'est pas le I d'inclusion, c'est le I d'intégration. On fait du tourisme. On va ici en géométrie, 1 heure ici en mathématiques. Vous voyez que c'est contraire à l'esprit d'un parcours global, cohérent et qui s'inscrit dans la durée. Et enfin, dernier niveau de scolarisation, c'est celui-là, je pense, qui nous intéresse ce soir. Comment faire face à la demande de familles légitimes, nombreuses, je dis quand même nombreuses, parce qu'on les reçoit, n'est-ce pas Valérie, des enfants qui relèvent d'établissements spécialisés, qui sont souvent dans les îles, dans le nord. Et vous voyez que la Calédonie est faite ainsi. Tout est sur Nouméa. On ne peut pas imaginer qu'une famille inscrive son enfant à l'IME alors qu'elle est originaire de Puebo. Donc la réponse, il faut la rechercher localement. Elle est plutôt sous forme de dispositif, j'ai envie de dire. Donc cette dimension partenariale est importante. Au vice-sectorat, dans le second degré, notamment à Koumak, on a créé une ULIS éducative. Bon, on ne peut plus trouver un autre mot, mais cette ULIS éducative, c'est plus une unité d'enseignement que l'on peut trouver notamment en métropole, dans les IME ou dans des centres spécialisés, vous voyez. Sauf que là, on a beau mettre un enseignant spécialisé, dévoué, 2 AV, voire 3 AV, mais si en face, parce que l'élève relève d'IME, il n'y a pas d'EduxP, il n'y a pas d'infirmière qui vient de temps en temps dans cette approche partenariale, ça ne marche pas. Donc du coup, cette approche partenariale, alors je vais me répéter parce qu'il y a des gens qui étaient avec moi ce soir qui ont entendu, s'appuie sur 3 pôles. On ne peut pas scolariser des élèves s'il n'y a pas à la fois une approche pédagogique, parce qu'on est à l'école, il faut bien qu'ils apprennent quand même, qui est aussi une approche éducative. Que fait la famille? Qu'est-ce qu'on peut attendre des familles? Vous voyez, c'est important. Qu'est-ce qu'on peut attendre des éducateurs de l'internat? Et enfin, une approche thérapeutique. S'il n'y a pas ces 3 pôles-là, vous ne pouvez pas scolariser des élèves. Donc je pense que la question de dire est-ce qu'on met 2 heures, 6 heures, etc., je pense qu'il faut revisiter l'évaluation. Et du coup, c'est le PPS ou le PPSA, appelez ça comme vous voulez, qui est le passeport de l'élève handicapé.
C'est le passeport, et ce passeport évolue. Le PPA, je le rappelle, dans le cadre de la loi 2005, c'est le volet pédagogique scolaire du projet de vie. C'est un moment de la vie d'un jeune qui est le moment scolaire, mais qui se poursuit. Donc il faut qu'il y ait une cohérence, vous voyez. Ça, c'est important. Donc il faut appeler un chat un chat. Si on veut que les élèves soient scolarisés, je ne suis pas là pour dire qu'il faut 1 heure, 2 heures. Je pense que le PPS introduit ça. Mais il faut qu'il y ait sa démarche partenariale. Et donc, du coup, on est davantage sur une mutualisation. Dernier élément, ce que je voyais sur la formation des AV, sans doute que des choses sont faites. Sans doute qu'il y a aussi une formation qui est faite au niveau du premier degré pour les enseignants et pour le second degré, mais ce qui est rarement fait, c'est de conjuguer cette formation de manière à ce qu'elle soit pluricatégorielle. Tout simplement. L'AV partage, au même titre que l'enseignant, sur des compétences différentes, mais qui se complètent, l'accompagnement des élèves. Il y a finalement très très peu de formations ou de modules communs où on parle de la même chose, mais avec des entrées sous forme de compétences différentes. Ça me semble important, ça. Vous voyez, derrière cette formation qui est beaucoup plus rassembleuse que diviseuse, je veux dire, ça veut dire que déjà au niveau des directions de l'enseignement, au-delà des réseaux, qu'ils soient privés ou publics, premier, second degré, il y a matière, on va le faire d'ailleurs. Pour l'année prochaine, on va créer des modules spécifiques communs, premier, second degré, privé, public. Il n'y a pas de raison, si vous voulez, si au-delà de la question du droit à la scolarisation, si on veut que le parcours soit fluide, qu'il n'y ait pas au niveau des professionnels, à un moment donné, le choix d'arrêter de fonctionner avec des schémas qui correspondent à chaque statut et d'aller vers l'autre. Quand je parle d'intermétier, c'est d'aller vers quelque chose qui n'existe pas encore, qu'il faut construire. Ça me semble important. Voilà sur un point de synthèse. Merci. Je veux juste rebondir un peu. Je retiens bien la notion de réponse plurielle et partenariale. Et pour rebondir sur la question des AV, je pense qu'effectivement, la question de la formation, elle est essentielle aussi bien pour les AV que pour les enseignants. Cela dit, à un moment, on va rencontrer une limite qui est liée à la diversité des besoins. C'est-à-dire qu'une codeuse, c'est une codeuse. Un EduxP, c'est un EduxP. Et une AV, c'est une AV. Enfin, je pense qu'on ne peut pas non plus mélanger et demander aux AV de faire tous les métiers. On n'est pas sur les mêmes niveaux de compétences, on n'est pas sur les mêmes objectifs, on n'est pas sur les mêmes niveaux de responsabilité. Or, il me semble qu'aujourd'hui, un des problèmes, c'est que finalement, la principale réponse qu'on donne dans le plan d'accompagnement personnalisé de l'enfant, c'est l'AV. Or, l'AV, fondamentalement, son rôle, effectivement, c'est l'aide dans les gestes de la vie quotidienne, quoi. Or, l'enfant en question, peut-être que ses besoins, ils sont d'une autre nature. Ils sont liés, effectivement, à un besoin en langue des signes, à un besoin de codeuse, à un besoin d'éducateur comportemental, enfin, à ces diversités de besoins. Et à mon sens, c'est vraiment ce qu'il faut identifier dans le PAP, c'est-à-dire cet enfant-là, de quel type d'accompagnement complémentaire, éducatif, thérapeutique il a besoin et qui va le faire. Quels sont les professionnels finalement qui sont amenés à le faire. Donc je pense que c'est très bien que les AV montent en compétences, mais à un moment, il y a des besoins spécifiques à des profils de handicap qui doivent être reconnus et en face, on doit mettre les professionnels qui sont capables de répondre à ces problématiques-là, quoi. Et bon, c'est très bien, je trouve ça vraiment intéressant l'exemple du CESAD à l'IFU, mais pour prendre l'exemple des CESAD et justement du complément thérapeutique et éducatif dont ont besoin beaucoup d'enfants en lien avec l'école, malheureusement, on n'en dispose pas en Nouvelle-Calédonie, ou très peu, c'est à peine amorcé aujourd'hui. Donc très souvent, finalement, on demande aux parents, alors quand on est sur Nouméa, Grand Nouméa, de faire la démarche, d'aller auprès de professionnels libéraux pour que les enfants aient un suivi par un orthoptiste ou une orthophoniste ou je ne sais quoi. Sauf que, évidemment, là, vont se mettre en place des inégalités terribles. C'est-à-dire qu'il y a des parents qui ont les moyens, qui comprennent les enjeux, qui ont les moyens matériels et moraux de gérer ces problématiques-là en plus de tout le reste, qui vont le faire. Et il y a des parents qui sont juste noyés parce qu'on leur demande trop de choses. Et l'institution continue à dire oui, mais il faut responsabiliser les parents. Je suis désolée, mais sur ces questions-là, en métropole, il existe des services à domicile, hein, les CESAD, puis toute la déclinaison en fait, selon les types de handicap, qui collaborent directement avec les équipes, qui interviennent. Moi, je pense que laisser tout le poids de la prise en charge complémentaire à l'école sur les épaules des familles, c'est une erreur. C'est-à-dire c'est quelque chose qui va forcément pénaliser un certain nombre d'enfants. Donc je pense que ces réponses-là, il faut aussi qu'on progresse dessus. Et j'entends bien qu'effectivement, l'école ne peut pas répondre seule
aux problématiques de ces enfants qu'il faut qu'il y ait ce partenariat qui se mette en place. Ensuite, sur la question des ULIS et des CLIS qui fonctionnent comme des dispositifs et pas des classes, je pense qu'effectivement, il faut que ces classes soient ouvertes. C'est vrai que pendant longtemps, malheureusement, elles ont fonctionné de façon fermée, en permettant peu le décloisonnement des enfants vers d'autres classes. Néanmoins, la fermeture de dispositifs classes, il faut être conscient que ça exclut de l'école des enfants qui ont un handicap qui est clairement trop lourd pour trouver leur place dans une classe ordinaire. Ils auront trop de difficultés. Donc si on n'a pas suffisamment de temps en classe avec un enseignant spécialisé pour ces enfants-là, très clairement, ils ne seront pas orientés vers l'école. En fait, moi, j'ai envie de poser une question donc, à M. Cartonneau et à d'autres. Finalement, c'est quoi un élève qui relève d'établissements spécialisés? Comment on le définit, cet élève-là? Alors, on va commencer par la CEJH. Pour nous, un enfant qui relève d'établissements spécialisés, c'est un enfant qui ne tire plus ou qui ne va pas tirer profit de l'école ordinaire, de la classe ordinaire, du milieu ordinaire. C'est-à-dire qu'il ne va pas pouvoir s'épanouir tant socialement que scolairement, j'ai envie de dire. Il faut savoir que, par exemple, pour citer l'IME, nous attendons quand même au maximum, j'ai envie de dire, avant d'orienter les enfants sur cette structure. C'est-à-dire que nous allons tirer profit du système, si je peux le dire comme ça, au maximum du système scolaire, à savoir la classe ordinaire avec l'accompagnement de vie en milieu scolaire, la classe spécialisée, la CLIS, avant de proposer justement l'entrée en établissement spécialisé, en l'occurrence en IME, puisque c'est de celui-là dont je suis en train de parler. Donc, à notre sens, voilà, l'enfant ou le jeune qui va être en établissement spécialisé, c'est celui qui ne va plus tirer profit de la classe du milieu ordinaire, dans lequel il ne va pas pouvoir s'épanouir. Et c'est pour ça qu'il y a différents milieux de socialisation, parce que là, on est en train de parler de socialisation avant de parler de pédagogie, d'enseignement. Quand on parle d'éducateur, un enseignant, alors il est éducateur quelque part, mais ce n'est pas un éducateur comme au titre d'un éducateur spécialisé. Un enseignant, il est là pour enseigner. Et quand on a un enfant, un jeune qui a besoin avant tout de se socialiser, eh ben, il y a d'autres lieux, il y a d'autres moments, il y a d'autres façons de se socialiser que de passer par l'école quand c'est trop difficile par l'école. Je vais compléter. D'accord. Je vais compléter les propos de Stéphane en vous relatant, je ne vais pas raconter toute l'histoire, mais il n'y a pas longtemps de ça, le 12 juin, en fait, le vice-rectorat a réuni les établissements spécialisés que compte ce territoire. Hein. C'est moi. Enfin, c'est pas la mouette, hein, mais le téléphone. Et pour faire quoi, en fait? Pour revenir un peu sur la présentation que j'avais faite précédemment, c'est que comment faire pour répondre à la demande des familles concernant un périmètre d'élèves pour lesquels l'école a du mal à trouver des réponses. Donc derrière la méthode expérimentale, derrière la méthode partenariale, en fait, on a dégagé au moins deux pistes. Hein. La première, c'est que je pense qu'il faut expérimenter, il faut essayer. Il faut essayer de voir comment ici ou là, notamment lorsqu'il y a des ULIS qui peuvent accueillir des élèves, notamment quand les moyens de déplacement ne sont pas exorbitants, quand la question de transport ne prend pas des durées trop importantes, ici ou là, dans des territoires donnés, comment on peut s'expérimenter. On a identifié des plans d'expérimentation, donc j'attends des retours de Catherine, entre autres, qui est ici, et puis de Lisa, et puis de l'IME. Hein. Et derrière cette expérimentation, en fait, c'est peut-être... à défaut d'avoir un parcours modélisant. C'est-à-dire qu'en fait, ce parcours-là, c'est de dire l'unité d'enseignement. Il y en a 3, je crois, à l'IME, ou classes externalisées, appelez ça comme vous voulez. Si on maintient ces UE en établissement spécialisé, effectivement, c'est un mouroir. Parce que la dimension pédagogique est réduite dans la mesure où les élèves n'ont pas la possibilité d'être en contact avec les autres.
Mais on peut déjà à ce niveau-là, par votre convention, établir des collaborations entre établissements spécialisés et puis écoles, collèges ou lycées de proximité, hein, sur des modalités qu'il faut trouver, notamment au regard du PPS. Premier niveau. Je pense à l'IME, ça se fait déjà, hein, mais de manière peut-être plus importante que ça ne l'est actuellement. Le deuxième niveau, c'est d'avoir des unités éducatives comme à Koumak qui fonctionnent en collège et qui du coup nécessitent que MGP, enfin ça se fait déjà, hein, pour la maison Gabriel Pouedi, parce que sur l'ULIS de Coutiot qui accueille, je reconnais là l'enseignante qui est venue, merci, des élèves qui rencontrent des troubles des fonctions motrices. Donc il y a une EduxP qui est là. C'est le signe d'un partenariat. Ça me semble important. Troisième élément, c'est que, à l'instar de ce qui se passe en métropole pour les UE accueillant des élèves autistes, on prend l'UE et on l'installe dans une école, mais avec toute l'équipe, tout l'encadrement, pas seulement l'enseignant. Vous voyez ? Donc du coup, on a à la fois la garantie d'avoir un encadrement qui répond aux besoins des élèves, parce qu'ils sont beaucoup plus spécifiques que ceux des autres, et en même temps, la possibilité d'inclure avec l'école. Donc, derrière cette expérimentation, il y a à la fois, il faut trouver le secteur qui permette d'avoir toujours ce triptyque, là, thérapeutique, pédagogique et éducatif, et en même temps d'avoir des équipes volontaires, équipes enseignantes. Parce que derrière la question de l'inclusion, derrière la question de la scolarisation, il y a aussi, et même au-delà de la formation, quel regard on porte sur la personne qui n'est pas comme nous. Ça interroge tout le monde finalement, cette question-là. Hein, vous voyez ? Donc pas seulement les enseignants. Voilà, si j'ai pu répondre sur... En tous les cas, sur la partie vice-sectorat, c'est ce qu'on fait, madame. Deuxième élément, pour terminer, quand vous avez la possibilité, c'est accessible, hein, de consulter la charte d'application, vous verrez que sur l'action relevant de la prise en compte des diversités des publics, il y a la mise en place d'équipes mobiles. On avait anticipé ce travail-là. Donc l'équipe mobile répond à la fois à une idée de dispositif beaucoup plus souple, parce qu'il est adapté au projet de chaque élève, et en même temps de faire en sorte que ce dispositif puisse être malléable à souhait, puis mobile. Vous voyez bien qu'en Calédonie, on ne peut pas faire 3 IME, 3 ISA, ça me semble impossible. C'est ça l'idée. Donc la question des CESAT, je pense qu'il faut la creuser. On avait évoqué d'ailleurs à l'IFU, lorsque j'ai rencontré une enseignante LISPRO sur le lycée. Donc c'est effectivement quelque chose qui a été... Il y en a 2 hein, actuellement sur le territoire, en 2 ans. Donc c'est rapide. Hein. Il y aura peut-être un 3e l'année prochaine. C'est bon ? Donc merci à Jean-Yves pour ces paroles qui sont pleines d'espoir pour nous, parce que jusqu'à présent, c'est pas du tout ce qui s'est fait. Et donc, comme il y a un partenariat qui vient de démarrer avec le secondaire, on pense qu'effectivement la situation va évoluer. Moi, je voudrais juste revenir sur la situation des enfants, certes peu nombreux, et M. Otos l'a dit, mais néanmoins qui sont là, et qui posent un vrai problème à l'école. Ce sont ces enfants qui sont atteints de handicap très lourds. Et il se trouve que mon association, voilà, son secteur privilégié, ce sont ces enfants-là, des enfants polyhandicapés ou atteints de handicap rares. Et on voit bien que l'école bute sur ces situations, sans doute parce que jusqu'à présent, il n'y a pas eu ce partenariat qui semblerait maintenant vouloir se mettre en place entre, par exemple, les associations qui les accompagnent au quotidien et le système scolaire. Mais on reste... les parents que nous sommes, les associatifs que nous sommes, on reste quand même très amers devant le rejet dont nos enfants font l'objet de par l'école. Il se trouve que paradoxalement, tant qu'il n'y avait pas de structure, et la Calédonie, je pense qu'elle s'est construite un peu à l'inverse de la métropole. Pendant longtemps en Calédonie, il n'y a eu pas ou très très peu de structures. De ce fait, l'école a pris les devants et on l'a remercié parce que c'était exactement ce qui ne se faisait pas en France. Donc l'école en Calédonie l'a fait.
a accueilli des enfants, comme elle a pu, des enfants avec des handicaps très lourds, sans aucun autre moyen d'accompagnement, puisqu'il n'y avait pas les structures, il n'y avait pas de CESAD. Du reste, il y a toujours beaucoup trop peu de CESAD. Et puis, quand les structures ont commencé à s'ouvrir, l'école a fermé ses portes. Pour ces enfants-là, en tout cas. Alors, c'est vrai qu'il y a très peu d'enfants concernés, mais même s'il n'y en avait qu'un, on se battrait pour cet enfant-là, parce que, voilà, il a les mêmes droits que les autres. Donc, je pense que moi, je voudrais revenir sur cette question de l'absence de partenariat entre, par exemple, les établissements spécialisés ou dits spécialisés et l'école. Ça, je pense que c'est quelque chose qui pèse lourd dans les ruptures de prise en charge des enfants. Voilà. Donc, après, l'école, je ne sais pas si je peux être aussi claire dans la définition des missions de l'école que vous ne l'avez été, Monsieur Otos. Moi, je pense que c'est un lieu énorme et irremplaçable de socialisation. Bien entendu, un éducateur dans son établissement spécialisé peut décider d'aller faire une sortie au marché de Nouméa. C'est une socialisation. Mais ça ne remplacera jamais, absolument jamais, tout le profit qu'un enfant peut tirer. Si atteint soit-il dans ses capacités cognitives, ça ne remplacera jamais un temps de vie au milieu de ses pairs. Alors je sais que c'est tout petit comme objectif, mais je pense que c'est important si là on rentre dans des procédures d'évaluation des compétences et de ce que l'école peut amener au développement de ses compétences. Moi, je crois que la socialisation, c'est très très important. Voilà. Et que parfois, même si un enfant paraît comme ça très fermé sur lui-même parce qu'il n'a pas beaucoup de moyens de communication, nous, on sait par expérience qu'il en tire beaucoup de profit. Donc, on se pose aussi la question des critères. Certains enfants n'arrivent même pas à l'école. C'est même pas que l'école a essayé, c'est qu'il n'est pas du tout arrivé à l'école. Il a été, par décision de... On ne sait pas trop qui, en fait. Très souvent, c'est des avis médicaux qui ont l'air de dominer dans la manière dont on appréhende l'orientation d'un enfant. Il nous semble que les avis médicaux pèsent très lourd et qu'on ne laisse pas la place peut-être à une réflexion plus pédagogique, plus éducative. Et du coup, cet enfant-là, il a 4 ans, il a 5 ans, il n'arrivera jamais à l'école. Il y en a peut-être très peu, mais si peu que ce soit, ça vaut la peine de se reposer des questions, de se remettre en question. Comment se fait-il que dans ce pays, tous les enfants à l'âge de 5 ans ne peuvent pas bénéficier d'une évaluation faite par l'école? C'est une question qui est quand même assez importante, assez grave, parce que ça veut dire qu'on est encore plein de réticences. Et quand le handicap est trop lourd et qu'il effraie les adultes valides que nous sommes, ben voilà, on a tendance à dire hop, on le met ailleurs et puis on l'oublie et l'établissement doit se débrouiller. Il y a des établissements comme celui que gère la PHNC qui ont fait le choix, et ça, je voudrais rebondir sur ce qu'a dit Jean-Yves, qui ont fait le choix de ne pas avoir de secteur scolaire. C'est pas parce qu'on a mal monté le projet, c'est parce qu'on a misé sur cette complémentarité avec l'école et qu'on s'est dit, tant que nos enfants qui sont lourdement touchés par le handicap pourront bénéficier de ce temps d'école, de socialisation, de rencontre avec les autres, d'apprentissage autre, parce que l'Institut elle a d'autres compétences que n'ont les éducateurs, et au moins jusqu'à l'âge de 16 ans, ce sera peut-être le seul temps dans sa vie où il pourra être en milieu ordinaire quelques heures par semaine. Tant qu'il pourra avoir ce temps-là, il n'y aura pas de secteur scolaire dans notre établissement. Parce que je pense que la vraie vie, même dans un bel établissement, comme c'est le cas de la maison Gabriel Poudy, la vraie vie, elle est ailleurs. Et voilà, je dis toujours, et c'est pas la meilleure des solutions, c'est la moins pire. Et c'est peut-être sur ça qu'il faut aussi que réfléchisse notre pays. Il y avait un monsieur dans la salle tout à l'heure qui demandait qu'est-ce qui se passe ailleurs. Ben, on a eu quelques expériences, on a fait des rencontres, notamment pas très loin d'ailleurs, dans le Queensland, où je peux vous dire qu'il n'existe plus d'établissement spécialisé. Donc là, on est à X années d'écart avec la Calédonie, qui commence seulement à construire des établissements spécialisés, que peut-être ils seront
amenés à être fermés dans, je ne sais pas, 40 ou 50 ans. Donc ce n'est pas la meilleure des solutions, il faut bien se le dire, c'est la moins pire. C'est pour ça que nous, ce partenariat avec les circuits scolaires, mais c'est indispensable pour nous, pour nos enfants, voilà, pour les parents. Merci. Je veux juste ajouter à ce que dit Catherine une petite anecdote, je pense, qui illustrera bien l'importance de la socialisation. C'est une jeune fille aujourd'hui qui est à la MGP, qu'on connaît bien. Et en fait, quand elle était enfant, la MGP n'existait pas encore, peut-être heureusement d'ailleurs, parce que finalement, elle aurait été orientée directement à la MGP. Et je pense qu'elle n'aurait jamais été scolarisée. Mais elle est arrivée dans cette tranche où l'établissement n'existait pas encore et elle a pu bénéficier en fait d'une intégration dans la classe 4 de François Griselli. Et en fait, quand elle a été intégrée dans cette classe, il y avait des avis médicaux qui étaient un peu inquiets la concernant, parce qu'elle était très hypotonique et le médecin trouvait que ça compressait sa cage thoracique, en fait. Enfin, donc ça posait un certain nombre de problèmes. Comme c'est souvent le cas dans le polyhandicap, il y a des aggravations. Et en fait, elle a été tellement heureuse d'être parmi les autres qu'elle s'est redressée, quoi. Enfin, je veux dire, elle a vraiment eu cette dynamique dans laquelle elle est rentrée dans sa joie d'être à l'école. Et ça a complètement changé son attitude physique et ça a eu des conséquences, je pense, très concrètes sur son état de santé, en fait. Donc je pense que ça, c'est des choses qu'on ne mesure pas quand on n'a pas l'expérience quotidienne de ce que vivent ses enfants. C'était une petite fille qui était tout le temps chez elle, certes très aimée par sa grand-mère, mais ça ne remplace pas effectivement la joie d'être un enfant parmi les autres à l'école. Je crois que personne ici est contre le fait que les enfants et les jeunes puissent s'épanouir, et à l'école en l'occurrence. Mais voilà, moi je suis désolé d'être un peu rabat-joie ce soir. L'épanouissement de l'enfant est quand même notre priorité, avant même la scolarisation. Donc, quand Madame Pouedy, vous dites qu'il n'y a pas de partenariat, qu'il n'y a pas de travail qui est fait entre l'établissement et puis l'école, c'est difficile à entendre pour moi quand même, parce que si on parle par exemple des deux classes 4 de Griselli, il y a quand même un gros travail qui est fait par les enseignantes de ces classes-là en direction des enfants polyhandicapés, et je pense qu'il faut quand même le souligner. Lorsque les enseignantes des classes 4 que j'ai pu voir à plusieurs reprises nous disent qu'elles sont arrivées un petit peu au bout de leur possible par rapport à un enfant, c'est parce qu'elles constatent qu'il y a une fatigabilité qui est telle que c'est voilà, il y a pas le bénéfice, il est plus là. C'est à ce niveau-là. Mais sinon, il y a quand même un gros travail. Et effectivement, comme le disait Jean-Yves tout à l'heure, dans le nord du territoire ou dans les îles, nous n'avons pas d'établissement spécialisé. Ça rejoint un petit peu ce que vous disiez aussi. Peut-être qu'heureusement, parfois, il n'y a pas d'établissement spécialisé. Et du coup, on a quand même des enfants qui sont élèves, enfin, en tout cas qui se retrouvent dans les écoles, qui sont pris par les enseignants. Et les enseignants font ce qu'ils peuvent. Alors c'est peut-être effectivement, on en revient toujours à la question de la formation, c'est peut-être à ce niveau-là qu'il faut encore réfléchir et trouver des solutions. Mais en tout cas, voilà, en Nouvelle-Calédonie aujourd'hui, il y a quand même un gros travail et tout le monde œuvre pour qu'un maximum d'enfants soient scolarisés. On va peut-être avoir le point de vue des îles maintenant avec la PAL. Bonsoir à tous et merci à chacun de vous d'être présent ce soir. Cela démontre que la situation des enfants en situation de handicap vous intéresse. Je suis la présidente de l'APAL, Association des personnes, des parents et amis des loyautés. L'APAL gère les AV sur la province des îles Loyauté, sur Marais, Lifou et Ouvéa. Et nous rencontrons les mêmes problématiques qui ont été évoquées ce soir. Les problèmes de formation pour nos AV,
D'autres problématiques aussi, plus spécifiques aussi, c'est le manque d'accès aux informations ou à la formation aussi. Et surtout, beaucoup de problèmes liés au transport. Comme vous savez, aux îles, il y a aussi le problème de l'insularité qui nous empêche de travailler dans de bonnes conditions, comme vous ici, en province sud et en province nord. Voilà. Donc, voilà, par rapport à toutes les problématiques qui ont été évoquées ce soir, à l'IFU, on a essayé de discuter, de réfléchir et de trouver des solutions à nos problèmes là-bas. Parce que, comme vous le savez tous, on n'a pas de structure spécialisée aux îles. Et c'est la raison pour laquelle on a essayé de travailler avec tous nos partenaires là-bas aux îles. Ce que M. Cartonneau a évoqué tout à l'heure sur le partenariat, eh ben, c'est très important pour mener à bien un travail. Si on travaille tout seul, on ne peut pas réussir. Mais si on travaille autour d'une table et qu'on a tous les partenaires, eh ben, on peut arriver à quelque chose. Donc, c'est un peu dans ce sens-là que le bureau de la PAL, on a essayé de travailler dans ce sens-là et on a trouvé qu'un dispositif adapté, il faut trouver un dispositif adapté pour répondre à nos besoins de nos enfants, mais aussi besoin de toutes les familles qui ont un enfant en situation de handicap. Et on a opté pour le CESAD. Le CESAD, c'est un service d'éducation spécialisée et de soins à domicile. Et c'est ce dispositif-là qui convient le mieux pour nous là-bas, parce que ce dispositif va permettre aux parents de rester dans leur île, de permettre aussi une bonne communication de tout ce qu'on fait, au niveau de tout ce qu'on met en place, de tous les projets, que ce soit projets au niveau pédagogique, tout ce qui est éducatif, et aussi tout ce qui se fait avec nos partenaires pour les soins de nos enfants. Et permettre aussi à nos enfants de bénéficier de cet environnement qui est riche et qui peut développer beaucoup de choses chez nos enfants. Ils ont tout ce qu'il faut là-bas aux îles, donc pourquoi partir vers des structures ici à Nouméa, alors qu'aux îles, on a toute cette richesse qu'il faut développer et qui va développer les capacités de nos enfants. Donc c'est dans ce dispositif-là qu'on a décidé de tout faire, de tout mettre en place pour que nos enfants travaillent aux îles, pour que nos familles restent aux îles. Ce dispositif évite à nos familles de se déplacer, de rencontrer d'autres problématiques ici sur Nouméa, comme les problèmes de logement, de travail, de transport. Et aujourd'hui, on est satisfait parce qu'on a pu trouver quelque chose qui va permettre à cette population fragile de rester aux îles, de rester dans leur environnement et de travailler dans de bonnes conditions. C'est un peu pour répondre à tout ce qui a été dit là, tout ce qui a été évoqué, les problèmes qu'on rencontre dans nos écoles, les problèmes qu'on rencontre dans nos familles. Donc tout ce qui a été évoqué, on peut régler ça dans le CESAD aux îles. Je voudrais simplement ajouter que le CESAD de l'IFU, de la PAL à l'IFU, c'est un CESAD qui accompagne des enfants de tout type de handicap.
Il y a tout type d'enfants en situation de handicap qui sont dans ce CESAD-là. Et le personnel qui travaille dans ce dispositif, c'est un personnel, c'est des travailleurs sociaux, c'est des éducateurs spécialisés et des moniteurs éducateurs qu'on a pu rechercher, qu'on a pu recruter pour pouvoir accompagner nos enfants. Et ainsi, ils peuvent s'épanouir et puis travailler dans de bonnes conditions. Je vous remercie. Merci Reine. Est-ce que le public a des questions? Moi, je voulais juste réagir. Je voulais réagir en fait par rapport à ce que vous disiez, Madame, tout à l'heure, avec ma collègue donc, qui travaille au CMP, Madame Archimbaud, et pour réagir aussi par rapport à ce que disait Monsieur Cartonneau sur le travail réel de coopération. Moi, je suis enseignante spécialisée, comme j'ai dit tout à l'heure. Je travaille beaucoup avec Madame Archimbaud, qui, elle, travaille au CMP de Coutiaux, voilà, à la Vallée du Tir, pardon. Je travaille aussi avec le CMP de Coutiaux, d'ailleurs. Et effectivement, ce partenariat, nous, on le mesure bien aujourd'hui, il est très important. Et on voulait souligner aussi la problématique des familles, on va dire, lambda, puisque là, aujourd'hui, on parle du handicap. Mais nous, on se heurte beaucoup à la problématique de ce que disait M. Cartonneau tout à l'heure. Chaque individu, comment perçoit-il le handicap ? Et aujourd'hui, c'est très compliqué parce qu'on a aussi un manque, je pense, de formation au niveau des enseignants. Moi, je suis enseignante spécialisée. On n'est pas nombreux sur le territoire. Et quand on doit essayer d'expliquer à d'autres enseignants qu'il faut inclure, c'est très difficile parce qu'eux-mêmes, parfois, sont démunis. Encore une fois, on va revenir sur une question de formation. Je pense qu'effectivement, aujourd'hui, il est très important qu'on arrête de cloisonner, ce qui s'est fait pendant de nombreuses années. Et là, quand on entend Madame qui parle de créer des structures ou encore on va cloisonner, aujourd'hui, il faut plus qu'on travaille tous ensemble. C'est-à-dire que moi, je vais pouvoir me former effectivement sur toutes les problématiques psychiques, mais c'est important que ça soit fait dans la formation de départ des enseignants et dans la formation continue aussi, qu'on puisse y avoir accès. Depuis que je suis sur le territoire, depuis 6 ans, j'ai dû avoir accès à une formation continue. Après, on nous dit parfois qu'il n'y a plus de moyens, ce qu'on entend aussi. Et c'est vrai que c'est compliqué de pouvoir, après, donc, essayer d'expliquer aux enseignants la problématique de ces enfants. Et après, encore plus, aux parents. C'est-à-dire que si les enseignants, eux, déjà, quand vous avez des CLIS où il est censé y avoir des intégrations, effectivement, puisqu'ici, on parle encore d'intégration d'enfants, que les enseignants sont réticents, après, aller expliquer aux parents, derrière, quelle est la position, quelle est la situation d'un enfant handicapé. Et c'est vrai que nous, c'est ce qu'on aimerait toucher un peu aujourd'hui. Ce qu'on voulait expliquer, c'est qu'il y a des enfants qui ne vont pas à l'école, parce qu'il y a des parents aussi qui vont porter des problématiques importantes auprès des institutions concernées. Et du coup, on peut retirer aussi des enfants ou les mettre avec, après, appui du médecin ou pas, ce que vous disiez, hein, un peu hors de l'école. Parce que, effectivement, je pense que les parents ne sont pas très informés sur ce qu'est le handicap. Quel est le handicap? Quelles sont les difficultés des autres enfants? Et c'est pas très ouvert. On parle de CLIS. Moi, mes enfants sont dans une école où il y a une CLIS. Quand je leur en parle, ils savent à peine qu'il y a une CLIS dans leur école. Donc on voit qu'il y a quand même un problème de relation entre les enseignants. Et du coup, après, les parents, ils ne savent pas non plus. Donc c'est vrai qu'il y a un manque d'ouverture par rapport à ça sur la problématique du handicap et qu'il faudrait pouvoir toucher plus de personnes, notamment les parents d'enfants qui sont inclus normalement dans des classes ordinaires. Et ça, aujourd'hui, c'est difficile de le faire. On ne sait pas trop. Voilà. Donc effectivement, proposer qu'en formation, déjà pour les enseignants, pour les gens qui sont déjà sur le terrain, qu'ils soient capables d'ouvrir leur classe et pas rester fermés, bloqués parce qu'il y a ce handicap-là. Et voilà. Voilà. Merci beaucoup pour votre témoignage. Patricia ? Merci. Je reprends la parole. Je suis complètement d'accord avec ce que vous dites. C'est pour ça que M. Cartonneau parlait tout à l'heure de partenariat. C'est extrêmement important. Maintenant, au niveau de la formation des enseignants, c'est vrai que la formation initiale, si on leur fait une formation extrêmement complexe et complète sur tous les types de handicaps, s'ils n'ont pas d'enfants
de ce type de handicap en 10 ans, ils vont tout oublier. Mais par contre, qu'on les sensibilise, qu'on leur présente les partenaires, qu'on puisse ouvrir l'école. Je crois, bon, moi je m'occupe que de la formation des enseignants spécialisés, mais j'ai à cœur de rencontrer les associations, enfin que mes enseignants rencontrent les associations, les partenaires de la santé, du monde associatif, parce que on est plus intelligent à plusieurs et on peut résoudre des problèmes à plusieurs. Et ça, c'est une aide. Après, ce qu'il faudrait qu'il y ait peut-être une cartographie de où sont scolarisés les enfants en situation de handicap, notamment dans les classes ordinaires, de façon à ce qu'au moins à N-1, à ce moment-là, on fasse des formations continues adaptées pour les enseignants de classe ordinaire qui ont ce type d'enfants. Parce qu'autrement, effectivement, l'enseignant spécialisé va être obligé aussi et de s'occuper de l'enfant, de dédramatiser, de rassurer l'enseignant de classe ordinaire qui, lui, va avoir un peu la trouille en se disant « mais qu'est-ce que c'est qu'on me met un enfant comme ça là ?» Donc je crois que c'est important. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une sensibilisation et un minimum d'informations, au moins sur les troubles invisibles, en formation initiale d'enseignants, parce que ça, c'est important, parce qu'autrement, c'est des enfants qui vont passer à la trappe, qu'on va prendre pour des paresseux ou pour... alors que ce n'est pas le cas du tout. Et ensuite, qu'il y ait des formations continues adaptées et on puisse avoir à N-1, que ces gens-là puissent effectivement avoir un minimum d'outils. Et ensuite, je crois qu'il faut effectivement qu'on ait un partenariat fort. Formation KPSH à l'IFM, ce sont que des intervenants extérieurs, tout simplement parce qu'on a des relations également avec le Canada, avec Paris, puisqu'ils passent un master aussi, de façon, et le master est pointé uniquement sur le projet partenarial, c'est-à-dire que là, on veut voir effectivement si ces enseignants sont capables effectivement d'appeler l'ergothérapeute, l'orthophoniste, aller voir l'association 10 s'ils se posent des questions, qu'on ait au moins un annuaire, quelque chose où on ait tous les repères. Parce que des fois, il y a des choses très bêtes. Moi, je vous donne un exemple. Un jour, on m'appelle en me disant « viens vite, j'ai un enfant qui est dyspraxique ». Il n'était pas du tout dyspraxique, il avait simplement besoin d'une paire de lunettes. Sauf qu'un enseignant, comment il fait? Il amène le gamin chez l'ophtalmo. Bon, on prévient les parents. Mais comme on dit, on ne peut pas tout demander aux parents, parce qu'autrement on fait de l'élitisme. Il y a des parents qui ont le temps, qui peuvent amener chez quelqu'un. Il y en a d'autres qui n'ont pas le temps. Là, les parents, la maman était en squat, le papa était sur mine, ça durait des mois et des mois. Finalement, la gamine vient avec une paire de lunettes. Super, sauf que ce n'était pas les siennes, c'était celles du grand-père. Parce que c'est vrai qu'on l'a harcelée à l'école. Tous les jours, on lui demandait, alors, ça y est, on t'a amené... Et c'est là que je rencontre les associations. Et c'est vrai que l'association... pour les malvoyants, effectivement, peut éventuellement intervenir, peut aller chez les parents. Je veux dire, il y a des tas de possibilités. C'est pour ça que je pense que les associations sont également des partenaires extrêmement importants, de façon à ce qu'on puisse, si on est tous autour de ces situations-là, on va pouvoir trouver des solutions. Parce que l'enseignant tout seul dans sa classe, l'ergothérapeute de son côté, l'orthophoniste de son côté, ça sera extrêmement difficile. Donc c'est pour ça que je suis tout à fait d'accord avec vous. Non, je disais juste que si on était dans une logique d'inclusion, effectivement, il faut que chaque enseignant puisse accueillir un enfant en situation de handicap. Donc ça veut dire que tous les enseignants doivent être formés sur la problématique du handicap, et pas que les enseignants spécialisés. Voilà. C'est sûr. Sinon, on est bien d'accord. Excusez-moi, monsieur le directeur, je vais prendre juste un petit peu la parole avant vous. Moi, je voudrais apporter un petit témoignage. Je me présente, je suis Jean-Luc Faure, le proviseur du lycée du Grand Nouméa. Alors certes, on parle là de public de niveau lycée. On va peut-être sortir du registre des jeunes gens dont on parle depuis tout à l'heure, mais néanmoins, dans un lycée que vous connaissez peut-être, qui est quand même construit sur 4, 5, voire 6 niveaux, qui est sur une colline, avec une collection d'escaliers assez impressionnante, je suis extrêmement fier d'accueillir tous les ans des élèves qui sont touchés par des handicaps de type mobilité, difficulté de mobilité, qui sont intégrés dans l'établissement sans difficulté aucune. Nous accueillons des enfants qui sont atteints de troubles effectivement de type 10 avec des D majuscules gothiques enluminés. Et moi, ce que j'aimerais, c'est rappeler un petit peu comment tout ça fonctionne dans un établissement scolaire qui a décidé au départ de prendre les choses à bras-le-corps. Un enfant n'arrive pas anonyme dans une structure comme celle du lycée de Grand Nouméa. Il a un passé, il a un vécu, certains n'en ont pas,
Et nous sommes obligés souvent, en seconde, voire en première, de déceler des grandes difficultés. Et on parle des enseignants qui ne sont pas au fait de tout cela. On a des enseignants qui ont des enfants qui suivent de grosses séquences auprès des orthophonistes, qui sont extrêmement sensibilisés à cela et qui sont du coup extrêmement sensibilisés au comportement de tel ou tel jeune gens ou telle jeune fille dans leur classe et qui sont des sources de préconisation extrêmement intéressantes. Quand on accueille un enfant qui est atteint d'un handicap, qu'il soit lourd ou moins lourd, une des premières choses que nous faisons, et ça je tiens quand même à le dire, même si c'est chronophage, nous provoquons ce qu'on appelle des réunions d'équipe éducative. Lors de ces réunions d'équipe éducative, la direction est présente, l'enfant est présent, les parents sont présents, les thérapeutes, qu'ils soient orthophonistes, psychologues ou médecins, sont présents, l'équipe pédagogique est présente, l'infirmière de l'établissement est présente, vous imaginez le monde que ça représente, mais pendant 1 heure, 1 heure et demie, on se met autour d'une table, on parle de l'enfant, on parle de ses problèmes, et le thérapeute donne aux enseignants les préconisations nécessaires pour que la prise en charge de ce jeune homme ou de cette jeune fille soit optimale. Des réunions éducatives à chaque rentrée scolaire dans un établissement, je rappelle que le lycée de Grand Nouméa, ce n'est pas une petite structure, hein, on est au-delà des 1900 élèves et étudiants, on doit en faire une vingtaine dans le premier mois et demi de la rentrée. On pourra en faire beaucoup plus, mais 20 fois 1 heure et demie dans un timing et dans une organisation d'établissement, c'est extrêmement chronophage. Donc, les enseignants qui ne sont pas formés à l'accueil de ces publics-là demeurent quand même, d'une part, sensibilisés au handicap auquel ils vont être confrontés, et sont tous, je n'ai jamais vu un seul enseignant être réticent ou demander à ce que non, pas du tout. Il y a vraiment un engagement solidaire et un état d'esprit que je tiens ici à souligner parce qu'il y a vraiment un bel effort de fait. Ok, l'enfant est accueilli dans un lycée. L'enfant qui circule en fauteuil roulant avec l'assistance d'une auxiliaire de vie, si on ne fait rien derrière, et si on se donne bonne conscience simplement de l'accueillir et de faire une réunion éducative, on ne va pas plus loin. Nous sommes, je vous le rappelle, un établissement construit sur plusieurs niveaux. Depuis 3-4 ans, on bâtit des emplois du temps permettant à ces jeunes gens d'être scolarisés sur un seul niveau. Pour leur éviter ces déplacements extrêmement pénibles pour eux, pénibles accessoirement pour les auxiliaires de vie, et qui sont exactement au même niveau que le réfectoire. Bref, leur simplifier au maximum la tâche pour leur permettre de suivre une scolarité la plus normale possible. Et je tiens à préciser, parce qu'on parlait du regard que pouvait avoir l'autre sur cette jeune personne, nous avons une jeunesse exemplaire. Je ne connais pas un seul élève qui a été victime de handicap, qui a été scolarisé dans les établissements que j'ai pu diriger en Nouvelle-Calédonie, Collège de Magenta ou Lycée du Grand Nouméa, qui ait pu être rejeté ou mis à l'écart. Je vais citer une anecdote. On a accueilli au Collège de Magenta, il y a des années de cela, une jeune fille qui souffrait de surdité, qui avait été implantée et qui était accompagnée dans sa scolarité par une codeuse LPC. Pour ceux qui l'ignorent, quelqu'un qui a un implant, le moindre bruit parasite, ça se transforme en catastrophe auditive. Ça ne faisait pas 1 mois qu'elle était dans l'établissement en 6e, que toutes les chaises des salles de son emploi du temps avaient été équipées de balles de tennis. C'est-à-dire qu'on savait exactement où était cette jeune fille en classe. Et cet élan de solidarité, il s'est fait par les professeurs de la classe qui ont contacté les clubs de tennis, qui ont fait un appel à de la spontanéité. Et cette jeune fille a été scolarisée de manière tout à fait normale. Elle a suivi ses 4 années au collège avec des félicitations et elle a suivi une scolarité tout à fait exemplaire, en dépit de son handicap. Voilà. Elle a été incluse de manière tout à fait normale. Donc, dans les établissements scolaires, n'oublions pas, je ne voudrais quand même pas tirer la couverture, mais n'oublions pas aussi l'implication que peuvent avoir les directions d'établissement pour se mobiliser leurs équipes sur l'accueil de ces publics un peu particuliers.
Monsieur le vice-recteur. Monsieur le vice-recteur, je vous laisse. Je sais pas s'il y a encore des... D'abord, 2 raisons essentielles. Je vais revenir après sur des éléments de contenu. La première des raisons, Monsieur le Président, c'est que vous avez sollicité la présence du vice-rectorat, qui a été dignement, comme d'habitude, représenté par l'inspecteur M. Cartonneau. Et à partir du moment où vous sollicitez le vice-rectorat, il est évident que notre présence doit être effective. La deuxième, mais plus, j'allais dire, singulière et particulière, vous êtes, Monsieur le Président, président du collectif handicap, et c'est un sujet qui, par nature, pour ne pas dire par culture, relève aussi de la responsabilité de l'école. Et donc c'est, j'oserais dire, à ces 2 bonnes raisons que, malgré le détour, et même si j'arrive à 19h45, je tiens à être là, Monsieur le Président. Par rapport à ce que j'ai pu entendre, je me garderai bien de porter ni un point de synthèse, ni un quelconque commentaire particulier. Je pense que l'essentiel des interventions ont permis, j'espère pour vous, d'éclairer. Mais autorisez-moi, peut-être en phase conclusive, de faire peut-être 3 remarques. Et je me contenterai de 3 remarques. La première, c'est le sens de l'évolution dans l'histoire du système éducatif, et particulièrement celui de Nouvelle-Calédonie, relativement aux conditions d'accueil des enfants en situation de handicap. Le sens de l'évolution, il est marqué par un seul mot, celui de l'inclusion. Et quand on veut bien s'arrêter sur le concept d'inclusion, j'ai entendu un peu les débats là, sur la formation des maîtres, sur les possibilités d'accueil ou pas des élèves, ce n'est pas le débat, mesdames et messieurs. Ce n'est pas le débat. C'est une obligation institutionnelle d'inclure. Le sujet n'est pas de se poser la question de la scolarisation ou de pas la scolarisation. La question première, c'est quelles sont les bonnes conditions de réussite pour inclure le jeune. Point. C'est ça le sujet. Alors s'il y a effectivement, ici ou là, des situations qui ne sont pas conformes à cette idée d'inclusion, sous-entendu, la scolarisation participe de la réussite du jeune. Je ne dis pas seulement de l'élève. Elle peut avoir parfois vertu thérapeutique, selon la nature et la gravité du handicap. Si l'institution ne répond pas à ses obligations, alors il faut lui opposer le respect de ses devoirs. Deuxième remarque sur la notion d'inclusion. Évidemment, comme l'a fort bien dit le proviseur du Grand Nouméa, on ne peut pas inclure dans n'importe quelle condition. Et par ailleurs, il ne faut pas gommer, là aussi, de manière un peu longitudinale, l'évolution que vous pouvez les uns et les autres constater. Moi, j'observe simplement que depuis 18 mois que je suis dans ce beau territoire, dans ce beau pays, il n'y a jamais eu autant d'élèves en situation de handicap qui sont en réalité et en vraie scolarité. Bon, un progrès considérable a été fait. Ce progrès considérable, on ne doit pas le nier. Ça fait partie des acquis, ça fait partie des appuis. Qu'il y ait des marges de progrès, bien entendu. Le projet éducatif de Nouvelle-Calédonie, tel que les élus, le 15 janvier 2016, l'ont voté, marque et montre indiscutablement qu'il y a encore des progrès à accomplir. Ces progrès, nous devons les accomplir. Pourquoi devons-nous les accomplir? Deuxième remarque. Là aussi, pour 2 bonnes raisons. L'une est générale, pour ne pas dire générique, quels que soient les territoires. L'autre est particulière à la Nouvelle-Calédonie. Celle qui est générique, c'est que quand on examine l'histoire des systèmes éducatifs, allez, sans mauvais jeu de mots, ce n'est pas la seule décision d'un ministre qui fait qu'un système bouge. Ce n'est pas une loi, fût-elle pertinente, qui fait qu'un système bouge.
Un système bouge souvent par les marges. Un système bouge souvent parce qu'il y a des hommes et des femmes qui veulent et qui ont la volonté de faire bouger. J'observe, à la mesure qui est la mienne, que le système éducatif, les systèmes éducatifs en général, en particulier français, ont bougé parce qu'on s'est posé la question de la différence. Comment traitons-nous la différence? Et c'est cette différence qui a fait que la différenciation pédagogique, la pédagogie différenciée, les dispositifs particuliers ont émergé. Mais ils n'ont pas simplement émergé parce que je suis différent de toi. C'est qu'à un moment donné, cette différence a permis au plus grand nombre, lui aussi, de profiter, de bénéficier de ces dispositifs. Je prétends ici que le fait d'accueillir des enfants handicapés fait progresser les systèmes éducatifs, dans leur ensemble, pour l'ensemble des enfants. Le deuxième point, c'est la Nouvelle-Calédonie. Sur la Nouvelle-Calédonie, là aussi, je veux saluer tous les acteurs qui sont aussi autour de cette table, sans doute dans l'Assemblée, naturellement. Il me semble pour autant, et je veux insister sur la pertinence du projet éducatif. Le projet éducatif marque indiscutablement un progrès de nature politique, au sens où c'est l'ensemble d'une société qui avance, mais en même temps, force est de constater qu'il y a, à travers ce projet, des initiatives, des marges de manœuvre et sans doute des décisions majeures qui sont à prendre. Je vais prendre un exemple que j'ai vécu il y a 48 heures, puisque je vois quelqu'un que je connais bien dans la salle, qui était dans mon bureau il y a 48 heures. Je prends par exemple la problématique d'Edis. Oui, la Nouvelle-Calédonie, par rapport à ce que j'ai pu connaître, ou ce que j'ai pu écrire d'ailleurs, a 15 ans de retard. Mais quand on dit ça, ça ne veut pas dire pour autant que rien n'a été fait, ça veut dire qu'on a ensemble une marge de progrès. Cette marge de progrès, essayons de voir si ce qui s'est passé ailleurs peut nous éclairer. Comment pouvons-nous opérer? Étude de cas. C'était quand? Mardi soir qu'on était ensemble? Lundi soir? Lundi soir. Bon. Étude de cas. Quand on analyse la situation des enfants, disons, porteurs d'un trouble 10 avéré, qu'est-ce que l'on constate dans la situation actuelle? Qu'il y a une association. Le président, ça part de l'association, ça part du milieu associatif. Se dit, l'association de parents d'élèves en particulier, avec des ergothérapeutes, des médecins, des professionnels de soins, se dit, on a une problématique qui nous est posée. Comment faire? D'abord, ils s'unissent. Ils s'unissent. Création d'une association. Deuxième point, ils interpellent en tant que collectif, si je puis dire, ils interpellent les institutions. Que pouvons-nous faire ensemble? Troisième point, quand on fait le constat de ce que nous devons faire ensemble, on voit naturellement que, effectivement, les maîtres ne sont pas formés, ou en tout cas, les problématiques démarrent. Et pourtant, quand on regarde ailleurs, il y a un certain nombre d'outils qui existent, c'est ce que je vous ai dit lundi ou mardi, qu'effectivement, on n'a peut-être pas forcément besoin de réinventer l'eau chaude. En revanche, on note qu'il y a un certain nombre, notamment dans le secteur de soins, il faut concrètement créer des réseaux, c'est-à-dire qu'il faut à minima repérer des médecins qui sont en capacité, si ce n'est de faire un repérage, au moins un diagnostic avéré. Et dès l'instant qu'on part du diagnostic avéré, il faut essayer de pouvoir concentrer des équipes de soins avec ici psychologues, psychiatres sans doute, neurologues pourquoi pas, pour constituer un diagnostic différentiel. Et à partir de là, on peut déterminer collégialement les modalités de prise en charge. Mais ça ne constituera qu'une forme de prise en charge, qui est la prise en charge de soins. Parce qu'il y a d'autres éléments dans toute problématique du handicap, par conséquent, quel que soit le gamin qui est handicapé, ou la jeune fille. Là, je parle de la problématique thérapeutique, mais il y a aussi la problématique pédagogique. Et puis, il y a la problématique éducative. Dans la problématique éducative, il y a en particulier un pilier qui est essentiel en matière de handicap, qu'on ne peut pas sous-estimer, qui a le regard permanent, qui a le regard quotidien, qui fait qu'il connaît sans doute, aussi bien qu'un thérapeute avéré, aussi bien qu'un pédagogue avéré, qui connaît l'enfant. C'est qui? La famille. Dans toute l'histoire du système éducatif, toute l'histoire, dans toute l'histoire des situations individuelles d'enfants présentant une situation de handicap, la problématique doit être posée de manière triangulaire. La pédagogie, le soin et l'éducatif. Et donc, troisième et dernière remarque.
quand je vous entends, pardon si je vous ai peu entendu, à nouveau, vous posez naturellement la question essentielle du partenariat, de la coopération. Vous pouvez avoir à titre individuel, c'est humain, chacun a son point de vue. Chacun a son point de vue. Mais les points de vue, à un moment donné, nécessitent et requièrent convergence. Le progrès humain se détermine d'abord et avant tout parce qu'il est animé par l'intelligence collective, parce qu'il est animé par de la volonté. Ça suppose par conséquent qu'il y ait sans doute des partenariats plus établis, dans le respect de chacun, sans doute davantage de coopération, dans le respect de chacun. Président, je vais m'autoriser du coup à vous faire une proposition concrète, qui va dans le même sens de ce que nous essayons de faire là très récemment autour des 10. Vous représentez le collectif handicap. Je crois qu'il serait utile régulièrement de faire le point avec vous et les institutions. Je n'ai pas la prétention de représenter les institutions, au moins j'essaye autant que faire se peut d'animer ce qui représente l'éducation, tant du côté de l'État en tant que vice-recteur que du côté du gouvernement en tant que directeur général des enseignements. Donc moi, ce qui me semblerait, y compris pour notre propre gouverne, je le dis pour Jean-Yves, que nous puissions acter qu'il y ait une instance, un lieu de concertation, ou entre institutionnels en tout cas, et le collectif des handicaps, en fonction de la configuration qui est la vôtre, pour qu'on puisse apprécier. Tout à l'heure, j'ai entendu une personne qui parlait de faire un état des lieux, etc. Ça fait partie de ces outils dont on a besoin. Ça fait partie de ces éléments dont on peut constater qu'aujourd'hui, et vous avez raison, madame, je participe de votre point de vue, nous n'avons pas une cartographie exhaustive, complète. On a sans doute chacun, à l'endroit où nous sommes, une partie d'information. Quelle est la réalité des faits? Quelle est la réalité des situations individuelles et collectives aussi, d'ailleurs? Donc, je vous invite, je m'autorise à vous faire cette proposition presque conclusive, à ce que nous puissions convenir ensemble d'avoir une instance, sans tomber dans les hyperstructures technocratiques, mais en tout cas un lieu où entre le collectif handicap et les institutions, et je prendrai au nom à la fois de l'État et puis de la Direction générale d'enseignement toute notre place, qu'on puisse ensemble faire le point, à la fois de la réalité, mais en même temps de vos préoccupations. En tant que collectif du handicap, il faut que nous soyons en mesure de vous écouter, de vous entendre, et que vous contribuiez à votre manière. Après, il s'agit toujours en bonne mesure de trouver le compromis qui satisfasse les intérêts des uns et des autres, mais c'est parce qu'il y a compromis qu'on peut indiscutablement progresser. Donc, je m'autorise à vous faire, Président, cette proposition concrète, en considérant qu'elle peut être à sa mesure. Je ne sais si elle résoudra tout problème, il ne faut peut-être pas non plus avoir une ambition démesurée, mais en tout cas, elle doit contribuer à acter. J'ajoute une deuxième proposition, Président. Oui, j'ai bien fait de venir, j'avais prévu d'intervenir. Donc, mais les méandres sont difficiles. J'ai découvert les méandres de... Il faut tenir le choc, là, si je puis dire. Du cœur, hein, c'est le cœur, là. Bon, la deuxième proposition, je note, au-delà des initiatives que vous avez, les uns et les autres, hein, quel soit le collectif du handicap ou certaines associations diverses et variées, chacune dans leur légitimité, je pense qu'en dehors de l'instance que je vous invite à créer, en tout cas que je vous préconise à créer, je pense qu'il serait utile ponctuellement qu'il y ait, on va dire, conférence annuelle sur le handicap, point d'évolution du projet éducatif de Nouvelle-Calédonie sur le handicap. Il me semble aussi nécessaire de rythmer, au-delà des instances de concertation, de rythmer ce que chacun fait et de pouvoir partager en un moment particulier les évolutions et les progrès qui sont accomplis dans la prise en charge et les éléments des diverses institutions. Il n'y a pas que l'éducation là qui doit être concernée. Hein. C'est pas parce que je viens ce soir, mais ça me paraît indiscutablement la possibilité qu'on devrait offrir aux familles
et par conséquent aux élèves, que la Nouvelle-Calédonie puisse témoigner par cette conférence annuelle de l'intérêt qu'elle porte. Et je le répète, c'est un intérêt parce que je reste convaincu que le handicap est un élément moteur dans l'évolution des systèmes éducatifs. Et j'ajoute, et ça sera ma dernière remarque, dans les mois à venir, ce pays a besoin d'apaisement. Dans les mois à venir, ce pays a besoin de vivre ensemble et de confirmer ce vivre ensemble. Ça peut être aussi grâce aux personnes et aux enfants en situation de handicap. Voilà. Monsieur le vice-recteur, ça valait la peine de vous attendre. Je vous le dis tout de suite. J'ai bu vos paroles et je crois que je ne suis pas le seul. Franchement, les deux propositions, nous prenons acte et c'est avec plaisir que nous les acceptons parce qu'en effet, le partenariat, l'échange permanent d'idées, de volontariat pour arriver à inclure toute personne rentrant dans le milieu scolaire, qu'il soit handicapé ou non, est très important. Merci beaucoup de votre présence, monsieur le vice-recteur. J'ai appris par Véronique un peu les problèmes que vous aviez rencontrés. Donc, ceci explique cela. Nous prenons acte et c'est avec beaucoup de plaisir que nous nous rencontrerons et pour des échanges et en même temps cette fameuse conférence qui me paraît, pour toutes les associations que je représente, très, très importante et pour tous les types de handicap. Maintenant, mesdames et messieurs, je tiens à vous remercier tous et toutes, enfin toutes, pardon, et tous de votre présence. Et je vous renouvelle tous mes remerciements et ça valait vraiment la peine de vous attendre. Merci beaucoup.